organisé. Bonjour à tous, et puis je suis ravi d'être ici avec vous, parce que c'est la première fois que je viens pour les SHU. Et c'est un grand honneur d'être là, donc, je suis vraiment très content. Je vais essayer de vous apporter un peu mon éclairage en tant que professionnel. Alors, de formation, je vais faire très court parce que j'ai très peu de temps pour parler. De formation, je suis diététicien, et ensuite je suis spécialisé en fait dans les troubles des conduites alimentaires. Je fais partie des Français qui ont donné les premières recommandations à la prise en charge de l'anorexie en France. Je suis thérapeute comportementaliste, je suis formé sur divers types de thérapie. Ce qui fait que mon approche d'aujourd'hui ne va pas être uniquement focalisée sur l'alimentation, mais va aller un peu plus loin que ça, et principalement au niveau des comportements alimentaires et comment l'évaluation corporelle peut engendrer en fait, le processus de choix alimentaire en fonction de comment la personne se sent. Juste pour info très rapide, j'ai créé une association sur les troubles des conduites alimentaires dans la Languedoc-Roussillon, qui est l'acte redonnant du sens au comportement alimentaire. Et vous avez le site internet qui est www.sudtca.fr, et je vous en parlerai à la fin, puisqu'on organise le congrès depuis 3 ans sur ce thème-là. Donc, voici le plan de mon intervention. On va parler dans un premier temps d'identité alimentaire. On va parler de plus long série, d'abord de panier. On va parler un petit peu des confusions en fait, entre les choix alimentaires et les émotions. On va parler de la pratique, le côté clinique, comment on peut travailler de manière un peu différente, et on finira par une conclusion un peu sympathique sur la femme du vin et du soleil. Dans un premier temps, lorsqu'on travaille en fait avec des gens qui ont des problèmes de poids, qui souffrent de cette alimentation, ou de ce rapport à la nutrition, qu'elle soit avant la grossesse, pendant la grossesse ou après la grossesse, puisque moi principalement je vais voir après la grossesse, je vais voir quelques-unes pendant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque individu a son propre processus de choix alimentaire. C'est-à-dire que lorsqu'il va venir, lorsque la femme est enceinte, lorsqu'on a déjà notre mode alimentaire, en fait, depuis très longtemps, on a été influencé par de nombreux paramètres qui peuvent être plutôt très influents comme la société actuelle, la culture, l'économie, tous les discours de santé. Et ensuite, d'un côté un peu plus proche, on a tout ce qui est les habitudes familiales, les amis, l'école, les rythmes de travail scolaire, etc. Tout ça pour dire que, en fait, tout au long de la vie, on va avoir une modification de nos choix alimentaires en fonction des diverses expériences qu'on a au quotidien. Et finalement, lorsqu'on revient sur la grossesse, c'est de nouveau une expérience dans laquelle le corps va être modifié, et de cette perception du corps, je vais avoir une modification de mes choix alimentaires. On va essayer de voir comment ça se passe. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que on est 6 milliards, un peu plus de 6 milliards sur Terre, et nombreux en Chine, et du coup, on a quand même tous la même manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'on a tous le même système de classification de notre alimentation, dans lequel on a nos propres valeurs, et en fonction de ces propres valeurs, ça va diriger tous nos choix alimentaires. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ici, vous avez la notion de santé qui apparaît, et la notion de santé est propre à chaque individu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui peut être bon pour quelqu'un n'est pas forcément bon pour un autre. Les antillais, les prolés, ceux qui sont anti-gluten, pro-gluten, etc., ce n'est qu'une valorisation de l'individu, en fait, et chacun a sa propre façon de consommer, et c'est à lui de déterminer ce qui est le mieux pour lui. Donc c'est pour ça que nous, lorsqu'on va commencer à donner des conseils alimentaires, lorsqu'on va commencer à influer sur les choix alimentaires, il faut faire attention à l'impact que ça peut avoir sur le comportement alimentaire. Et c'est un peu le titre de mon deuxième propos, c'est-à-dire que c'est plus long de nos séries. D'abord, on va lire. C'est-à-dire que, comme chaque individu, et lors de la grossesse, ou une femme lors de son lifespan, c'est-à-dire tout au long de sa vie, va avoir des choix alimentaires qui vont être perturbés, la grossesse est aussi un moment dans lequel la personne va avoir une transformation corporelle, la prise de poids, risque de devenir quelque chose de très traumatisant pour certaines personnes, d'autant plus si le poids initial de l'individu est déjà élevé ou plutôt bas. En fait, lorsqu'on fait une revue de la littérature, je me suis intéressé un petit peu à tout ce qui était écrit. Je suis allé voir sur les guidelines américaines, anglaises, et de ce qui était fait en France. Ce que j'ai trouvé, c'est que déjà, premièrement, je vais faire un lien avec ce que dit Mme Gage, je crois, si je ne me trompe pas au niveau du nom, sur son mémoire qui est sein maternel et sein de femme.
Et moi je dirais sain aussi alimentation, c'est la première étude que j'ai trouvée, c'est que d'un autre côté, toutes les femmes, la plupart des femmes, pardon, adoptent un processus de choix alimentaire sain pour leur corps et pour leur enfant. Donc ça, d'un côté, c'est spontané, c'est naturel, et presque nous, en tant qu'accompagnants, finalement, je fais bien ce mot-là, accompagnants, plutôt que, on va dire, professionnels, on est plutôt des accompagnants. On a juste à les guider légèrement vers les choix qui pourraient être encore meilleurs, parce que spontanément, les choix alimentaires se mettent en place rapidement et quelque chose de sain pour elles. Alors c'est moins vrai pour les femmes qui sont un peu plus jeunes. Pourquoi? C'est cette histoire de trajectoire alimentaire. Si jamais vous tombez enceinte beaucoup plus tôt, vous n'avez pas eu tout ce processus de maturation, vous n'avez pas eu assez d'expérience en fait de votre vie qui fait que votre choix alimentaire reste encore un peu immature quelque part et qu'on aurait tendance à aller plutôt vers une alimentation trop plaisir et trop dans l'excès. Donc ça marche beaucoup mieux pour les femmes qui sont dans un âge un peu plus mature. Ensuite, j'avais observé des choses sur les troubles de conduite alimentaire. C'est que déjà, si la personne qui vient vous voir et qui tombe enceinte, alors je relève les cas de situation d'anorexie, puisque forcément, avec une hygiène à la 17, on n'a pas de règles. Quoique on se rencontre à l'heure actuelle dans les derniers congrès qu'on a eu des jeunes filles qui tombent enceintes, c'est une population qui est vraiment très à risque parce que l'attitude vis-à-vis de la grossesse est très problématique. Elles vont manipuler leur alimentation de manière permanente, toujours être en restriction, peur de faire des crises alimentaires pour certaines. Et là, c'est quelque chose de très problématique. Et on va voir pourquoi l'IMC, du coup, n'est pas une valeur qui est idéale pour pouvoir traiter cette information d'un point de vue nutritionnel. Autre chose, c'est que les femmes qui ont plutôt un poids d'avant-grossesse ou un poids initial au départ de la grossesse qui est plutôt élevé, avec des IMC comme supérieur à 26, vont avoir une attitude alimentaire, les femmes obèses vont avoir une attitude alimentaire plutôt négative d'une manière générale. Elles auront beaucoup plus de difficultés à gérer leur alimentation que les femmes qui ont des IMC à trop nombre. Donc la population de personnes qui souffrent d'obésité a déjà des manipulations de leur alimentation plutôt négatives. Donc du coup, si nous on commence à hyper focaliser d'une manière générale sur le poids, sur l'alimentation, ça ne fait qu'augmenter la problématique et non pas prendre de la distance. Bien sûr, la dernière étude qui est la plus récente, c'est-à-dire que, en fait, l'indice de masse corporelle est vraiment la chose la prépondérante dans le risque de tout ce qui est poids de naissance trop bas, risque d'enfants prématurés. Et du coup, on comprend bien que ça met une focale sur le poids qui devient problématique. Du coup, tout ça nous fait dire que, d'une manière générale, on ne fait que focaliser sur l'alimentation, que focaliser sur le poids. Et on rentre un peu dans une discipline que moi j'appelle la cétologie, c'est-à-dire que d'un seul coup, les gens ne deviennent non pas des experts de diététique, parce qu'il faut revenir sur la définition de diététique, étymologiquement ça veut dire en grec diéta qui veut dire art de vivre. Donc on est bien loin de ce que l'on fait aujourd'hui, on est plutôt dans quelque chose d'acétologie, comme j'appelle, c'est-à-dire qu'on est hyper focalisé sur la nourriture, on est hyper focalisé à l'intérieur des aliments, et on est focalisé sur l'assiette d'une manière permanente. Et le fait de focaliser toujours sur cette assiette ne fait qu'augmenter la problématique et n'aide pas le patient à s'éloigner de son alimentation. Donc du coup, on a une augmentation du faux self, c'est-à-dire qu'on augmente l'image corporelle, la problématique de cette image corporelle, au lieu d'amener quelque chose de plutôt sain pour le corps, puisqu'on augmente en fait ce poids, cette alimentation, il faut pas. On a une alimentation qui passe beaucoup plus intellectualisée, c'est-à-dire une alimentation de savoir, au lieu d'être une alimentation de connaissance d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire que le savoir est du langage et la connaissance est de l'expérimentation. Et donc, vous avez des gens qui sont toujours en train de manipuler leur alimentation. Je sais qu'il ne faut pas que je mange des féculents parce que je vais grossir, je sais qu'il ne faut pas que je mange ça, et on est dans le diktat de il faut, il y a telle molécule dans tel aliment, c'est problématique, je ne vais pas le manger. Et ce qui fait que ça augmente le clivage entre ce que le corps peut ressentir et ce que la tête va commander d'une manière générale. Et on a une alimentation qui devient totalement intellectualisée, qui est raisonnée, qui est pensée, plutôt que de venir vers une alimentation qui est en fait plus corporelle et qui donne l'idée à travers nos choix.